La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En vrac, on a parlé de pot de lait, de mer de vinaigre, de syndrome de la page blanche, des tendances cupcake et macarons ou de la bonne façon de cuire des chouquettes. Et j'ai tout simplement adoré cet échange. Entre rire et émotion, Tessa Ponzo, la chef pâtissière du restaurant Irwin à Paris, nous raconte son parcours de pâtissière. Pour trouver l'inspiration, Tessa rend hommage aux gens qu'elle aime et à des souvenirs communs. Une bonne soirée bière et cacahuètes entre amis, le café au lait de son père au petit déjeuner, l'odeur du coin dans la cuisine de ses grands-parents. Et pour conclure cette petite introduction, je dirai 2 mots qui nécessiteront d'écouter l'épisode avec attention pour les comprendre. Fermentation, 63%. Bonne écoute! Bonjour Tessa. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien et toi? Ça va aussi, merci, il fait beau, on est vendredi, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est bientôt le week-end en plus, ouais, donc... Ça fait plaisir. Je suis trop contente de pouvoir discuter avec toi et j'ai plein de questions à te poser. Pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Mon dessert préféré quand j'étais petite? Je pense que c'était la tarte aux pommes de mon arrière-grand-père. Ok. Donc toi, c'est ton grand-père. Enfin, arrière-grand-père. Ouais. Elle avait quoi de particulier, cette tarte aux pommes? Comment est-ce qu'il la faisait? Elle était gigantesque déjà. Il avait un super grand moule. Ah oui? Ouais. Enfin, genre vraiment d'un diamètre ahurissant. Mais elle tenait dans le four? Ouais, parce qu'il avait une grosse... un four à gaz. Et elle était fine, elle était croustillante, elle était rustique, avec les pommes du jardin, donc avec du bon goût, un peu caramélisé. Ouais, ça serait mon souvenir d'enfance. Je réfléchis s'il y a quelque chose d'autre. C'est un bon souvenir, en plus elle l'a quand même... Elle est particulière, quoi. Ouais, elle est particulière, elle est sentimentale. Ouais, je dirais ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça reste un des desserts où t'as un attachement particulier ou... Je retrouverai jamais celle-là. Mais moi j'aime bien les choses simples et en vérité je suis pas très très dessert. Ok. Tu fais partie de cette team. Je trouve que chez les pâtissiers et pâtissières il y a 2 teams. Il y a ceux qui soit sont très très, très sucrés, qui adorent le sucré, soit ceux qui au contraire sont en mode moi j'aime pas du tout. Non, c'est pas que j'aime pas du tout, mais je suis compliquée. C'est difficile pour moi de trouver un bon dessert. Ok. Mais t'aimes bien quand même le sucré? Ouais, j'aime bien le sucré. En fait, je grignote beaucoup, moi. J'aime bien grignoter par-ci par-là, mais si, j'aime bien le sucré. Genre, tu me mets des noisettes caramélisées devant le nez, je peux pas résister, quoi. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers la pâtisserie? Ça, c'est la question pour 1 million. Je l'ai toujours su. C'est un peu inexplicable. Moi, je sais pas. J'ai toujours su. On m'a beaucoup posé cette question ces derniers temps, donc figure-toi que je me suis retournée vers mon papa pour avoir un peu des souvenirs que je n'avais pas, et je lui ai dit vas-y raconte-moi, dis-moi ce qui s'est passé. Et il m'a dit écoute, vers 5-6 ans, tu m'as dit papa un jour je serai pâtissière chocolatière. Et ça ne m'a jamais quitté. Je me suis jamais questionnée là-dessus. Jamais. J'ai toujours su. Je sais pas comment l'expliquer. Et c'est ça, donc en plus ça remonte à des souvenirs dont toi tu te souviens pas. Non. Des souvenirs qu'on est obligé de te raconter parce que tellement... Ouais. En fait, je me suis jamais questionnée sur qu'est-ce que je vais faire plus tard. J'ai toujours su que j'allais faire de la pâtisserie, et de la pâtisserie de restauration. Ok. J'ai toujours voulu être dans des restaurants, dans la gastronomie.
Moi, les étoiles, ça m'a toujours fait rêver quand j'étais plus jeune. Et ouais, je me suis jamais questionnée, ça a été instinctif, on va dire. Donc dès que t'as pu, tu t'es tournée vers Ouais. ces études-là? Après la troisième, je suis tout de suite partie en école hôtelière, malgré que les conseillères d'orientation auraient préféré que je fasse un bac général, parce que j'avais de bonnes notes et que j'étais une bonne élève et que c'était du gâchis, entre guillemets, d'envoyer des bons éléments à l'école en filière pro. Et j'en ai fait qu'à ma tête. De toute manière, j'avais décidé, hein, c'était pas la question, pour moi, ne se posait pas vraiment. Et du coup, je suis tout de suite partie faire une école hôtelière à Toulon, l'école hôtelière Anne-Sophie Pic, où j'ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie en 3 ans. Et durant ce cursus-là, j'ai aussi passé le CAP que pâtissier pour avoir le double diplôme en même temps et pas perdre d'années supplémentaires. Et tu te souviens de ce que t'as ressenti? Parce que surtout si t'as toujours su que tu veux faire ça, la première fois que, enfin, tu vois, tes premiers pas dans ce métier-là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que c'était exactement comme tu te l'étais imaginé? Je me dis que c'est fou, déjà. Je pâtissais déjà un peu à la maison aussi. Moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, vraiment pour moi, ce qui représentait la pâtisserie, c'était les macarons. Je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette sur ça. Pour moi, c'était la technique. J'avais envie de faire des beaux macarons et c'est un truc que je faisais beaucoup chez moi. Et après, en fait, j'ai toujours été. Enfin, la première fois que je suis allée en TP, euh, je me sentais dans mon élément, quoi. Moi, je suis bien dans une cuisine, quoi. C'est là où je me sens. Je suis chez moi, quoi. Je suis à ma place, on va dire. Et du coup, t'as fait ces macarons, ces fameux? Ouais, j'ai fait ces macarons, j'en ai fait plusieurs. Bon, il y a eu des ratés, hein, des loupés. Mais je m'en suis pas trop mal sortie, en vrai de vrai, assez rapidement. Pour le plus grand bonheur de mes proches, on va dire. Mais ouais, non, ça m'a tout de suite plu. Enfin, je me suis jamais dit, peut-être que t'as pas pris la bonne voie. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Surtout si t'avais un énorme, tu vois, truc de je sais que je veux faire ça. Je trouve que c'est peut-être un peu qui tout double, tu vois. Soit tu te dis, c'est ça, et je me suis effectivement pas trompée et je continue dans cette voie. Soit tu peux avoir un petit côté désillusion de, ah mince. Je m'étais pas trompée. Ouais. Les macarons, c'est rigolo parce que je sais pas en fait s'il y a eu une période où tu vois c'était ça. Mais c'est parce que c'était hyper tendance à l'époque. Oui, c'est ça, moi, je voyais la durée. Moi aussi, j'étais en mode alors qu'aujourd'hui, le macaron, vraiment, c'est pas du tout la pâtisserie vers laquelle je vais me diriger. Ouais. Mais pour moi, c'était plutôt ce que ça représentait. Je suis d'accord. Dans l'aspect technique, cette petite collerette. Enfin, c'était l'image un peu pour moi de la pâtisserie à la française, tu vois. Non, mais je te rejoins complètement parce que moi aussi, à un moment, tu vois, genre, quand j'ai commencé un peu à faire des desserts et tout, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer de faire des macarons. Et je me suis passé des heures dans les cuisines à faire des macarons. Pourquoi ça t'est venu cette image de macaron? Je sais pas, en fait, est-ce que c'est effectivement, genre, c'était dans la tendance et en fait, du coup, ça te paraît assez. Je pense que c'était. Ouais, t'envoyais à la télé. Très actuel, ouais. Je pense qu'il y avait de ça. Que je te dis, en fait, tu viens de me débloquer ce souvenir aussi. Je me dis, c'est vrai que moi aussi, il y a eu ce moment où je me suis dit, tiens, faut faire des macarons. Et après, moi, je suis une grande fanade de chouquettes. Ok. Voilà, ça, c'est mon dada. J'en faisais tout le temps à la maison, de la pâte à choux. Mais les chouquettes, pour moi, ça, c'est vraiment mon petit péché mignon, quoi. Aujourd'hui aussi? Ouais, toujours. Je suis très compliquée. Est-ce que t'as des chouquettes phares? Des endroits où tu sais que tu vas pas être déçu? Les tiennes? Ça fait un peu méga de dire ça. Mais au moins, comme ça, tu sais comment tu les aimes, ça. Je sais exactement comme je les aime et tout le monde ne les aime pas comme ça. Et je trouve que c'est difficile de trouver une régularité sur la chouquette. Il y a des fois, il y a des endroits où je vais manger des super bonnes chouquettes et j'y retourne quelques temps après et c'est plus les mêmes chouquettes. Moi, les chouquettes, je les aime bien cuites, tu vois. Un peu caramélisées au-dessus. Bien caramélisées, avec du sucre grain. La dernière fois, j'ai vu des chouquettes avec du sucre semoule. J'étais ahurie. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça devrait pas avoir l'appellation chouquette. Le calibre du grain est important. J'aime bien les gros grains. Et la taille de la chouquette aussi est importante. Tu vois, il faut que ce soit une bonne bouchée. Il faut pas qu'elle soit trop petite. On puisse la manger d'un coup, mais il faut pas que, tu vois, on ait le sentiment que les grains de sucre, là, ils t'arrachent le palais. Et j'aime les chouquettes, bien cuites, bien caramélisées. Et le must, quand elles sortent du four, en fait. Ça, c'est le top. T'en fais souvent des chouquettes? Ouais, en vrai, j'en fais beaucoup pour la team, pour l'équipe.
Pour le goûter. Voilà, je trouve que c'est toujours réconfortant. C'est Plutôt au goûter qu'au petit déjeuner. Ah ouais, plutôt au goûter, ouais. Ok. Moi, petit-déj, je déjeune pas, je prends un café noir et... Non, peut-être pas. Non, des fois, je mets du lait. Mais non, je mange pas le matin. Ok. Et si on revient un petit peu sur tout ça, donc tu me disais que t'as toujours su aussi la pâtisserie de restauration. Ouais, Mais dès que t'étais petite... Ouais. Bah, peut-être pas à 5-6 ans, mais du moins après... En fait, c'est difficile de remonter là-dedans, mais j'ai toujours su que j'allais me diriger vers la restauration. Moi, cet univers-là m'a toujours beaucoup intriguée. Je sais pas. Parce que qu'est-ce qu'il y avait en plus pour toi dans la restauration par rapport à la boutique? euh, les services, l'adrénaline, la pression, savoir qu'on va avoir la réaction des clients, de nos convives en direct, cette sensation d'immédiat, tu vois, de partage. Éphémère. Ouais. Exactement. Ensuite, le côté... je m'intéresse aussi beaucoup à la cuisine. C'est un truc qui me passionne aussi, pas autant que la pâtisserie, mais je suis curieuse de tout. Alors, je ne lèverai jamais... Enfin, moi, taper des poissons le matin ou vider des chevreuils ou des lièvres à 8 heures du matin, c'est pas pour moi. En revanche, ça m'intéresse, tu vois. Genre, je peux très bien lever un poisson, ça me dégoûte pas, quoi. Et du coup, tout cet univers-là de la brigade, tu vois, l'effervescence qu'il y a autour de ça, je sais pas, je trouve ça beau. T'as fait aussi de la boutique dans des stages, des choses comme ça? Alors moi, pendant tous mes stages, pendant mon cursus, j'ai tout fait en restauration pratiquement. Donc non. Attends, je te dis une bêtise là. Non, j'ai fait de la boutique parce que je savais, en fait, j'avais vraiment conscience que la base de mon métier, ça reste la pâtisserie de boutique. La formation du pâtissier, elle est très axée là-dessus. Ouais. On nous forme pour être des pâtissiers de boutique généralement. Et je savais que j'avais besoin d'avoir les bonnes bases de notre métier. Et ça, c'était hyper important pour moi. Donc ouais, j'ai fait un peu de boutique. Et après mon bac pro, tout ça, quand j'ai été diplômée, j'ai continué avec une mention complémentaire. Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée. Et là, j'ai fait le choix de la faire en apprentissage dans une boutique. Parce que justement, je voulais maîtriser ces bonnes bases, étaler un biscuit, pocher un éclair, monter un entremets, tout ce genre de choses qui sont à mon sens essentielles à notre métier, à notre savoir-faire. Et donc j'ai fait cette année avec plaisir, tu vois, je suis pas allée à reculons parce que j'ai fait plein de trucs super, c'était un très bon apprentissage, mais j'avais toujours l'objectif et je savais que j'allais... Tu retournerais en restauration. Ouais, exactement. C'était vraiment une étape, quoi. Et qu'est-ce que t'aimes aujourd'hui, justement, dans ce métier et dans cette facette-là particulièrement du métier? Dans le fait de le faire, du coup, en restaurant? Bah moi, j'aime le goût. J'aime les produits. Et en fait, dans la boutique aussi, comment dire, stimulé, c'était les grosses quantités aussi. Ok. Où tu passes une matinée, parfois, enfin, ça dépend de la structure aussi de la pâtisserie, on s'entend, hein. Mais faire 15 kilos de pâte à choux, moi, ça me fait pas rêver. Du moins, pas quotidiennement, on va dire. Quand il faut étaler des échelles entières de biscuits et tout. Donc là, dans l'aspect de la restauration, je trouve que la manière de penser est complètement différente. En fait, c'est un peu les antipodes. C'est-à-dire que dans une boutique, tu dois ouvrir le matin ta boutique à 8 heures, avoir tes pâtisseries qui soient prêtes, qui soient jolies, etc. Et qu'elles tiennent dans le temps jusqu'à la fermeture. Et tes pâtisseries, elles doivent avoir le même attrait à 8 heures qu'à 19 heures, parce que le client qui vient en fin de journée, il a envie d'avoir des jolies pâtisseries et qui tiennent dans le temps et même au niveau du goût. Alors que en restauration, c'est tout l'inverse, quoi. C'est minute, tu peux avoir des jeux de texture, de température. Et moi, j'ai une pâtisserie très cuisinée quand même aussi. Chose que je pourrais pas avoir dans une pâtisserie. Après, j'adore l'univers de la pâtisserie boutique. C'est un truc qui m'intéresse d'ailleurs de plus en plus maintenant, dans la création, etc. Mais je me projette pas travailler dans une boutique. Et même quand j'étais apprentie, moi, travailler de nuit et tout,
C'est trop dur de me lever. Qu'est-ce qui va t'inspirer du coup un dessert? Et là, tu disais que la pâtisserie boutique t'inspire en ce moment de plus en plus. Bah, disons que je prends du plaisir aussi à faire de la pâtisserie boutique, on va dire. C'est-à-dire que quand j'ai une demande de gâteau d'anniversaire ou que j'ai des clients qui me disent que ça leur ferait plaisir de manger un Saint-Honoré, ce genre de choses, bah, je prends plaisir à le faire. Mais parce que tu vois, ça reste ponctuel, un peu exceptionnel et que du coup, genre, j'ai le plein plaisir de me dire, ah putain, aujourd'hui je vais faire un Saint-Honoré, c'est cool et tout. Mais voilà. Je le ferai pas, je ferai pas 120 Saint-Honoré tous les matins, tu vois. Je trouve que on change, c'est beaucoup plus vivant le restaurant, tu peux changer beaucoup plus souvent, tu peux te renouveler différemment. Et du coup, qu'est-ce qui inspire tes desserts? Qu'est-ce qui inspire mes desserts? La nature, les saisons déjà, Enfin, c'est la base. Ouais. Ce que la terre nous donne, moi je vais pouvoir le travailler derrière. Donc ça, c'est la première source d'inspiration. Et après, pareil, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée récemment, et du coup j'ai fait un peu une introspection, je me suis un peu questionnée là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai des idées qui me viennent comme ça, des fois elles sont bonnes, des fois elles sont pas bonnes. Faut trier un peu, parce que dans mon cerveau il s'en passe des choses là-haut. Mais j'ai remarqué que je m'inspire beaucoup des gens que j'aime, je crois. Ok. Mes proches, de mes amis. Voilà, ça c'est une vraie source d'inspiration. Après, t'as des souvenirs d'enfance, évidemment. Tu peux avoir des souvenirs de voyage, des moments. Mais ouais, souvent c'est... Et les gens que t'aimes, c'est-à-dire, est-ce que t'as un exemple? Ouais, j'en ai plein. Par exemple, j'ai fait un dessert autour des acides lactiques associés à la sauge, qui était un monochrome de blanc. Et sur le dessus, t'avais une peau de lait qui avait été juste déshydratée, qui était un peu croustillante. Bah ça, c'était clairement un clin d'œil à mon papa, parce que lui, il a toujours détesté cette peau de lait sur son café au lait qu'il buvait le matin, et tous les matins, je le voyais tirer, tu vois, cette peau de lait, son bol, et je voyais vraiment, tu vois, le truc partir et un peu accroché à sa cuillère, tu vois. Ça dégoûte un peu. Et foutait ça à côté, là, sur son... Comment on appelle ça là. Non, tu sais, là, le truc de table, là, sur son set de table. Et ça lui plaisait pas, et je me suis dit, en fait, il faut que Qu'est-ce qui ne lui plaisait pas? C'était la texture. Faut que je change la texture pour le rendre sexy, attrayant. Donc j'en ai fait un truc un peu brillant, croustillant, en plus qui a du goût, parce que t'as tout le goût du lait et de la matière grasse. Bah ça m'a inspiré, par exemple. Est-ce qu'il a aimé cette peau de lait? Malheureusement, il l'a pas goûté. Ah. Donc là, tu vas remuer le couteau dans la plaie s'il écoute ce podcast, parce qu'il m'a dit « Ah, t'as fait ce dessert et tout ». Et il était ému de savoir ça, parce que je l'avais pas dit, je sais plus comment il a appris ça. Mais il m'a dit je l'aurais même pas goûté, mais je lui referai. Parce que ce dessert, en plus, il a pas de saison. Bah oui. Le lait, bon, c'est meilleur l'été, avec les vaches qui mangent de la bonne herbe bien fraîche, bien verte. Mais il le goûtera un jour. Je me fais pas de soucis pour ça. Et du coup, pour refaire cette peau de lait, donc t'as fait comment, tu disais? J'ai fait... T'as fait vraiment une peau de lait très simplement. En vrai, c'est très simple. T'as fait chauffer du lait? Du lait dans une casserole. Il faut faire juste frémir. Ok. Pas bouillir, parce que sinon ça explose tout. Tu fais frémir, tu vois la peau commence à se former sur le haut de la casserole. Ensuite, tu coupes le feu. T'attends un peu que ton lait tiédisse. La peau va commencer à se former. Elle va prendre aussi une texture beaucoup plus compacte, on va dire. On va pouvoir vraiment l'attraper. Et après, je la prends délicatement. Je viens l'attraper, puis je la dépose sur un papier sulfurisé. Et après, je la déshydrate tranquillement pendant 24 heures. Du coup, le goût doit être très très concentré. Très concentré. Et après, quand t'arrives au fond de la casserole, et puis moi je fais ça toute la journée jusqu'à épuisement du lait dans la casserole. Ouais. Tu fais ça en continu en fait. Donc mais à chaque fois t'as une peau qui se forme. Ouais. Ok, je savais pas. Donc moi je mets la casserole à 8h le matin quand j'arrive, et puis toute la journée, je fais une petite peau de lait au fur et à mesure, parce que ça demande du temps, de la patience. Si tu veux être trop rapide et que t'as pas la patience, la peau elle se casse, du coup il faut recommencer, t'as perdu 2 fois plus de temps. Mais c'est simple comme bonjour en vrai. Je suis allée au plus proche du produit là, je me suis pas posé la question. C'est rigolo d'avoir pensé justement à exploiter cet élément en particulier
que effectivement je pense pas beaucoup de gens aiment, parce que quand tu le sors avec ta cuillère, c'est vrai que ça dégoûte un peu. Ouais, c'est un peu ragoûtant. Il y a une texture un peu dégueulasse, ça dégouline un peu. Ouais, c'est pas... J'avoue. Ah, c'est rigolo d'avoir effectivement fait ça. Je pense que c'est un souvenir pour plein de gens finalement, ce truc-là de la peau du lait. Quand j'annonçais peau de lait, je me disais, peau de lait, mais qu'est-ce qu'une peau de lait? Enfin, vraiment, simple comme bonjour, vraiment la peau du lait. Bon. Alors, il y a des gens qui ont adoré parce qu'ils m'ont dit, ouais, ça me rappelait quand j'étais petite chez ma grand-mère à la ferme et tout. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus sceptiques et qui, au final, on dit, ah ouais, c'était pas mal comme ça, c'était croustillant et tout. Donc, c'est challengeant aussi d'aller faire changer les mentalités. Enfin, pas les mentalités, mais plutôt l'état d'esprit. Enfin, et le souvenir que tu as autour d'un élément. Et surtout, l'idée que les gens ont. Tu vois, genre en mode, ah, ça, j'aime pas. Parce qu'effectivement, c'est typiquement en plus ce genre de truc que tu goûtes pas, quoi. Non. Tu l'enlèves, mais t'as pas envie de goûter. Tu l'as mis sur le côté et... Tu dis pas, tiens, je vais quand même tester, voir quel goût ça... Mais moi, je goûte tout. Je goûte vraiment tout. Ça, c'est... Quand t'étais petite, tu l'avais goûté? Ah, j'ai dû la goûter, hein. J'ai dû la goûter, mais moi, je goûte vraiment tout. C'est important pour moi. Je me souviens, mais qu'est-ce que j'avais fait ça? J'ai raconté ça à Cassandra, qui est avec moi en pâtisserie maintenant. À l'école hôtelière. J'avais une semaine pâtisserie, une semaine boulangerie en TP. Et quand on faisait de la boulangerie, on utilisait de la pâte fermentée. Okay. Je me suis dit, bah, tiens, je vais goûter la pâte fermentée. Donc j'ai mangé un morceau de pâte fermentée. Bah, j'ai compris exactement tout ce qui se passait dans les baguettes, mais là, c'était dans mon ventre. Ah ouais, ça a eu ce même effet. Ça a fermenté, hein. Donc plus jamais. Ah non, ça, je réitérerai pas. J'avoue, c'est bon, j'ai fait une fois, j'ai compris. C'était pas très bon d'ailleurs, mais j'ai goûté. Ouais, ça doit être fort en plus. Ouais, c'est un peu acide, c'est pâteux. Me demande pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, mais je me suis dit, on l'utilise, pourquoi je le goûterais pas? Ouais. Et c'était quoi d'ailleurs ta toute première création? La première dont tu te souviennes? C'était au Parc Hayat avec Jimmy Mornay et Tarek Hamada. Et j'étais en charge de créer un dessert pour Noël qui allait être envoyé. C'était je sais plus dans quel point de vente c'était. Et j'avais travaillé, si je te dis pas de bêtises, putain c'est loin, autour de l'ananas avec du dulce et de la noix de coco. Et on t'avait donné les saveurs? Non. Non. C'est moi qui avais, je l'avais fait. J'avais écrit sur mon petit papier mes idées. J'aime bien dessiner aussi. Bon, je dessine très mal, mais au moins moi je me comprends. Les autres ne comprennent pas à quoi ça va ressembler, mais moi j'ai l'idée dans la tête. Et après, ça a été un travail avec Jimmy, avec les équipes. On a peaufiné tout ça, mais je me souviens avoir eu cette base et j'étais hyper fière de quand ça a été validé. Et je me souviens, j'avais eu un problème avec je voulais faire c'était une chantilly ou une ganache, une crème montée, un truc dans le genre, avec de l'ananas et du dulce, sauf que l'ananas c'est hyper astringent et ça me faisait trancher ma ganache. Qu'est-ce que j'avais fait d'ailleurs pour qu'elle ne tranche pas? J'avais dû ajouter un peu de crème pour stabiliser l'émulsion, quelque chose comme ça. Ça, je crois que c'est mon premier souvenir. Et tu te souviens ce que t'as ressenti après cette première création? Ah, je crois que j'étais quand même un peu fière. Bah oui. En fait, j'étais fière. J'étais fière d'avoir fait quelque chose qui avait été validé, tu vois, par Jimmy, et qui était dans sa ligne de création aussi. Puis, tu sais, quand t'as mis un peu la main à la pâte, quand tu sais que c'est un peu, ça vient de toi et que tu t'as donné une partie de toi là-dedans, et ben, t'es fière de rendre ton chef fier, tu vois. Oui, puis là, en plus, effectivement, t'as un peu ce truc de t'imprégner de l'univers de quelqu'un d'autre. Donc, réussir à faire quelque chose qui colle avec tout le reste, quoi. Qui soit pas, en plus, juste, tu vois, toi, une idée et un peu l'expression de toi, ta patte, mais... Bah non, mais à cette époque-là, déjà, j'étais beaucoup trop jeune pour avoir ma patte. Tu vois, tu commences pas... Oui, mais du coup, arriver à prendre, tu vois, l'univers de quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi partie d'une discussion, hein. On a dû en parler avec Jimmy, genre en mode, bah, moi, je pensais à ça, est-ce que ça vous parle Lui m'aurait dit oui ou non, et puis en fonction, tu choisis le chemin que tu dois emprunter. On avait fait aussi un travail autour du raisin associé au sarrasin, si je dis pas de bêtises. Ok. Voilà, ça, je pense que c'était
les premières créations où tu vois, je me suis un peu trituré le cerveau pour. Et après, justement, comment tu trouves ta pâte? Tu vois, qu'est-ce C'est qui fait hyper qu'après, dur. tu te dis, maintenant, je sais un peu ce que j'ai envie de mettre dans mes desserts, tu vois? C'est hyper dur. Moi, j'avais pas envie de me mettre dans une case parce que je pense que ma pâtisserie, elle bouge, elle évolue, elle est vivante. En fait, des fois, quand on me dit ah, tu peux décrire ton univers, bah, je trouve que c'est une question. C'est très dur. C'est très difficile et je crois en fait, j'ai pas la réponse. Et je crois que je l'aurai jamais parce que ma pâtisserie, elle est vraiment le reflet à l'heure actuelle, on va dire. Je suis un peu beaucoup plus aboutie dans ce cheminement-là et dans ce dont tu me parles. En fait, c'est vraiment le reflet de mon mood, quoi. Mm. De la saison, de si j'ai de l'inspi, si j'ai de la créativité. Enfin, la créativité, on n'en parle pas assez, mais c'est hyper dur. Ouais. C'est hyper dur de Bah, stimuler de la c'est des créativité. Enfin, je veux montagnes dire, russes, c'est, quoi. voilà, c'est pas constant du tout. Donc, quand t'es en mode, ok, j'ai pas d'idée, c'est hyper dur. Ouais. T'es face à toi-même, t'es là, mais pourquoi j'ai pas d'idée? Pourquoi j'ai pas les bonnes idées? Puis en plus, plus tu t'entêtes, et pire c'est. Puis il y a des fois où enfin, t'arrives et t'as l'impression que je suis dans une impasse, quoi. Genre, j'ai pris un cul-de-sac. Pourquoi? Et Ouais. puis, en fait, tu te rends compte qu'il faut aussi un peu vivre. En fait, c'est ça. Il faut trouver l'inspiration. Moi, tu vois, c'est en vivant des moments aussi avec mes amis, avec ma famille. Voilà, tu te dis, ah ouais, ça c'est pas mal, tu parles. Quand je vais chez mes grands-parents, je vais dans le jardin, ça m'inspire. Voilà, c'est plein d'autres choses qui t'apportent de l'inspiration pour mettre ta patte, comme on disait. Ouais. Et après, quand même, il y a quand même des marqueurs. J'aime beaucoup le végétal. Et après, dans les créas, quand je me dis, ah tiens, j'ai envie de bosser ça ou ça, en fait, je crois que j'essaie d'abord de faire un dessert que j'aurais aimé manger. Ouais. Tu Et vois? comme en plus c'était compliqué, du coup, Ah un ouais. dessert. Ou d'aller chercher un parti pris. J'aime bien un peu. Comment je pourrais dire ça? J'aime bien un peu aller secouer les gens, tu vois, les enlever de leur zone de confort. Mais d'aller les surprendre, Mm. d'aller amener du questionnement Ouais, de dans, l'inattendu. ouais, dans des saveurs auxquelles ils s'attendent pas, tu vois. En dessert, du moins. Ouais. Genre le lait. Genre le lait, mais ça va, ça, le lait. Pour des pâtissiers, quand même, ça Oui, mais reste. tu t'attends pas à un dessert autour du lait. Enfin, je veux dire, tu te dis pas c'est suffisant pour un dessert Il y avait de la comme sauge ingrédient. aussi. Donc tu vois, il y avait le Oui. côté très végétal, c'était la balance. Et encore une fois, on m'a dit ah, c'est rigolo que tu aies utilisé de la sauge parce que c'est pas une herbe qui est beaucoup utilisée Mm. en pâtisserie, beaucoup plus C'est vrai. en cuisine. Mais non, mais j'adore le travail des légumes. Je trouve ça intéressant. Ça, tu vois, c'est un truc qu'on t'apprend pas à l'école. Mm. Avec Irvine, il y a eu une naissance d'une création autour de l'artichaut et du café. Et je sais pas, on discutait et tout. Je dis, ah ouais, je vais faire un truc à l'artichaut. Je vais commander des artichauts. Et après, une fois que j'avais mes artichauts, j'étais, ah bah, qu'est-ce que je vais en faire? En fait, je ne sais pas tourner un artichaut. Personne ne m'a appris à tourner un artichaut. Mm. On apprend ça au cuisinier, mais pas au pâtissier. Du coup, bah, j'ai appris. Et j'ai tourné mes artichauts et j'ai fait mon dessert. Et t'as mis quoi avec l'artichaut? C'était une tartelette. C'était une mignardise. Moi, j'aime bien travailler les tartes de partage en mignardise. J'aime bien finir le repas Mm. sur un moment où on est dans le partage. Je trouve que ça rappelle pardon, des bons moments en famille ou entre amis, tu vois. Chacun vient choisir la part qui lui fait un peu plus de Ouais. l'œil. Et donc là, l'artichaut, ça a été travaillé avec du café et il y avait de la bergamote aussi pour apporter un peu d'acidité. Il y avait une chantilly à l'artichaut. Il y avait une purée d'artichaut qui avait été un peu revenue au beurre. Il y avait un crémeux au café, infusé à froid. Il y avait une crème d'amande qu'on réalisait avec du marc de café. Ok. Voilà. Non, il y avait un artichaut confit à la vanille. Le cœur d'artichaut, confit comme on ferait avec des fruits confits. On laisse bien tirer. Finalement, ça doit
C'est effectivement pas du tout un légume qu'on voit même un peu travailler en pâtisserie, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu sucré au cœur d'artichaut. Ouais, carrément. Enfin, un côté très doux. Ouais, c'est très doux. Ouais. C'est très réconfortant. Et pourtant, moi, les artichauts, je les mangeais beaucoup à la vinaigrette, tu sais. Juste cuit vapeur, trempé dans la vinaigrette. Oui, et t'attends justement le cœur. Ouais, c'est ça. Et qui arrive, et t'es en mode... le pied, c'est super bon aussi, de l'artichaut. Ouais, j'adore. Et ça, tu le travailles comment? Ah bah moi, je le passais dans la purée. Ouais, c'est ça. Et tout. J'essaie toujours d'utiliser tout le produit. Quand jamais... Enfin, jamais. Oui, non, jamais. Je me dis, ah tiens, je vais utiliser tel produit, mais je vais prendre que cette partie. Ça n'a pas de sens pour moi. Ou alors, il faut que quelqu'un d'autre utilise l'autre partie, si jamais c'est vraiment très spécifique et qui... Mais je peux pas me dire, ah tiens, je vais utiliser juste le cœur d'artichaut. Ouais. Après, les feuilles qui ne sont pas bonnes, évidemment, bien sûr, on s'entend, tu vois. Mais dans la mesure du possible, travailler... Puis il y a toujours quelque chose à aller chercher dans l'entièreté du produit, tu vois. Justement, ça te pousse à aller plus loin. Grave. Et à dire comment je peux faire avec cette partie-là, qu'est-ce que je peux en faire. Tout à fait. Ça me permet de pas choisir la facilité, quoi. Je prends la partie qui m'intéresse. Il faut trouver aussi le bon moyen de le travailler. Parce que des fois, tu penses le travailler comme c'est, en fait, bah non. Tu vas le travailler autrement pour faire sortir le meilleur de l'aspect du produit. Et est-ce qu'il y a une saveur qui évoque justement ton arrivée dans ce restaurant chez Irvine? Ah, une saveur, bah je vais dire la vanille. La vanille, ouais. La vanille. Les vanilles. Parce qu'il y en a tellement. Lesquelles en particulier? Parce qu'il y en a une pour lesquelles t'as un petit faible. Ah, j'ai un petit crush pour la variété Pomponazzi, qui est une hybridation entre une variété Pompona et une variété Planifolia, qui vient du terroir de Madagascar. Ça, c'est mon petit crush, je la trouve trop bien. Elle a un petit côté... En fait, c'est des notes de vanille qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Elle a un côté très fermenté, presque acidulé. J'adore cette vanille. Puis elle est tendre, elle est riche, elle est grasse. Elle me plaît beaucoup. Sur le côté fermentation, d'ailleurs, parce que c'est quand même ce que tu mets aussi dans ta bio Instagram. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai ça dans ma bio Instagram. Il y a écrit fermentation 60%. 63, je crois même. Ah, 63. Tu sais d'où ça vient, cette histoire? Bah non, j'ai même pas changé. Ça, j'avais mis ça dans ma bio au moment... parce que ça faisait un petit moment qu'on était sur ce projet d'ouverture de restaurant avec Irvine, qui est donc le chef et le propriétaire de l'établissement. Et en fait, pendant des mois, on venait... déjà, ça s'est construit, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est une année et demie de réflexion, de travaux, etc. Quand on venait sur le chantier qui, lui, était en travaux, au début, j'avais l'impression que ça n'avançait pas, parce qu'on a tout cassé. Ouais. Et en fait, je me dis... C'est très long avant d'arriver au final. Oh là là, purée. Et puis quand tu déplaces tout, il y a tout qui a été refait, du sol au plafond, électricité, plomberie, tout y est passé. J'arrivais même plus à revoir les espaces, je comprenais plus où les choses allaient être là. Irvine était là, si, ça c'est ça, ça c'est ça. Tu vois pas? Je dis non, je vois pas. Je regardais les plans et tout. Et en gros, là, je lui disais, bon, on est à combien de pourcents sur l'avancée des travaux? Parce que nous, on voulait y aller, on avait la date d'ouverture. Enfin, il y a aussi tout ce truc de timing, tu vois, il faut pas que les travaux prennent du retard, etc. Et donc, quand la première partie a été faite, je suis allée dans la pâtisserie, que je le ferai visiter tout à l'heure, bien sûr. Et j'en avais marre de voir ces placos avec des fils qui pendaient du plafond. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va y être? Et j'ai dit, bon, là, on est à combien de pourcents de ces travaux? Et il m'a dit, je crois que pour la pâtisserie, on a 63%. Et du coup, j'ai mis ça dans ma bio. Et le côté fermentation? Le côté fermentation... Qu'est-ce que ça apporte pour toi, la fermentation? En plus, du coup, ça va avec ta petite histoire de la complexité de goût, du temps, de la patience. La fermentation, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup là, ces derniers temps, sur lequel j'essaie d'avancer, de comprendre. Des fois, tu comprends pas tout. En fait, c'est vivant. C'est vivant. Là, tu vois, j'essaie de lancer mes propres vinaigres. Je crois qu'on a découvert un début de formation de mer de vinaigre de verre. Non, pas de verre. Non, c'est naturel, c'est vivant, mais c'est pas celui-là. Ce serait pas rassurant. Non, je crois qu'on a découvert un début de formation de mer de vinaigre dans un vinaigre de feuilles de figuier que j'ai réalisé là. Je veux pas trop m'avancer parce que je suis pas sûre que ce soit ça. Enfin, j'espère.
Mais du coup, ouais, j'ai fait un peu des cosos. Là, mon but, là, je veux vraiment travailler les vinaigres. Et puis d'essayer, là, on va bientôt essayer avec Cassandra de lancer peut-être un koji. Voilà, ça m'intéresse, ça m'intrigue. J'aime bien voir comment ça fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup de loupés, hein. Je fais des trucs. J'ai essayé de faire un vinaigre de fraises à partir de fraises. En fait, d'une autre cuisson de fraises que je ne voulais pas jeter. Je faisais une tarte aux fraises. Et lors de la cuisson, tu vois, ça rendait de l'eau, mais cette eau était très bonne. Et je me suis dit, bah, je vais la garder. Sauf que comme c'était cuit, bah, c'était pasteurisé. Donc, plus de fermentation, plus de développement de bactéries. Donc, je l'ai réensemencé, si tu veux, avec des fraises, avec les queues de fraises, tu vois, pas lavées, pas équeutées, etc. Et au final, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc, t'as dû jeter cette autre fraise. Bah, ouais, là, c'était plus comestible, quoi. Il valait mieux la jeter. C'est ça ton mood du moment? Parce que tu disais du coup tout à l'heure que l'inspiration vient aussi, enfin, en fonction de ton mood. Est-ce que ton mood actuel, c'est ça? Les vinaigres? Ouais, là, je suis très, très vinaigre en ce moment, c'est vrai. Mon mood actuel, ouais, là, bientôt, ça va être l'agrume. L'acidité. Qui va revenir. Ouais, j'ai hâte. Ouais. Qu'est-ce qui est mon mood actuel? Écoute. Ouais, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Tu vois, là, en ce moment, je sais pas, même pour quel proche est-ce que t'es en train d'imaginer un dessert? En tout cas, quel souvenir te ramène un peu à ça? Eh ben là, tout récemment, il y a moins d'une semaine, le coin. On est en pleine saison du coin, coin de Provence. Je viens de Provence, donc ça, c'est une région que j'essaye de porter, vraiment, parce qu'elle me tient à cœur et que j'ai beaucoup de souvenirs culinaires et gustatifs. J'ai beaucoup mangé chez Mamie Dédé, qui est une excellente cuisinière et qui a un potager immense. Et du coup, là, j'ai fait une tarte au coin associée au miel de châtaignier avec des épices chai. Et ça, tu vois, ça me fait tout de suite penser à ma grand-mère. Tout de suite. Instantanément. Le coin, tout le temps. En plus, je trouve que c'est un peu un truc très spécifique. Enfin, c'est pareil, tu vois, c'est un aliment que tu manges pas tant que ça. Enfin, je veux dire, t'en manges pas tous les 4 matins. Non, c'est vrai. Et du coup, souvent, c'est associé à un truc en particulier. Ah ouais. Ma mamie, j'en ai mangé tellement des coins. On avait beaucoup de cognaciers dans le jardin. Et elle faisait tout le temps de la pâte de coin qu'on mangeait au goûter sur un morceau de pain au levain, tu vois, rien de mieux. Ouais. Et de la gelée de coin, évidemment. Et ça, ça, tu vois, c'est un vrai souvenir d'enfance. Ça, pour le coup. En plus, on en mangeait. Je viens d'une famille aussi de vignerons. On avait pas mal de vignes. On faisait beaucoup les vendanges. Moi, gamine, j'étais soit sur les genoux de mon arrière-grand-père, pour le coup, qui conduisait le tracteur, soit dans la remorque. Et quand c'était l'heure du goûter, ma grand-mère avait toujours un Tupperware avec de la pâte de coin. On sortait les baguettes, on était dans les vignes, là, on faisait une petite pause et on mangeait ça. Et c'est délicieux. Vraiment délicieux. Même l'odeur, tu vois. Ouais. L'odeur du coin qui cuit. C'est ce que j'ai dit, l'odeur du coin qui est en train de cuire pour la pâte de coin. Effectivement, ça prend toute la maison. Genre. Ouais. Et ça sent délicieusement bon. Et alors, c'est quoi les saveurs de ta toute dernière création? L'inspiration et tout. C'est celui-là? La toute dernière? Attends. Non, il y en a une autre. Parce que là, j'ai changé la carte il y a pas longtemps, donc tu tombes à pic. Écoute, j'ai plein d'inspiration en ce moment. C'est la bière associée à la cacahuète. Ok. Alors ça, j'imagine que... Tu veux l'histoire? Je veux bien l'histoire. On imagine des histoires possibles, mais je veux bien l'histoire. Tu vas rentrer dans mon cerveau. Hein. Bah écoute, en vrai, je me suis questionnée sur quelle était la première saveur que j'avais quand je vais déjeuner ou dîner avec des amis. Parce qu'on est quand même des épicuriens, on aime bien manger. Et il se trouve que généralement quand même on se retrouve un peu avant, on va boire un coup, on va faire l'apéro. Et je me suis dit en fait il faut prendre ce truc là, ce truc d'apéro. En fait tu commences par ça, mais là on va terminer par l'apéro. Donc l'idée c'est vraiment la pinte de bière, les quelques cacahuètes grillées salées que tu vas manger au comptoir du bistrot, tu vois. Et ça je l'ai travaillé en dessert. Alors, qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, le dessert, il se décline en... J'allais dire 2 assiettes, mais c'est pas 2 assiettes. En 2 parties de dégustation.
Il y a une première partie. La première partie, on vient te tendre une petite cuillère dans laquelle il y a une sorte de mousse de bière. Et il faut commencer la dégustation par cette petite cuillère qui va du coup rappeler cette première gorgée, tu vois, avec tout l'aspect mousseux et qui va vraiment mettre les papilles en éveil pour aller dans l'assiette principale. Dans l'assiette principale, on va retrouver des cacahuètes qui ont été légèrement grillées et salées. On vient en faire un praliné. Et après, on réalise une glace à la Guinness. Donc, tu vois, la salinité du praliné, elle va venir équilibrer un petit peu l'amertume de la Guinness. On va travailler une bière blonde pour faire une chantilly, pour apporter un peu de rondeur, de douceur, un peu de réconfort, quelque chose qui vient envelopper. On pousse un peu le curseur avec une poudre de levure qui a été bien torréfiée au four, pour rappeler, tu vois, tout le procédé de fermentation et de fabrication de la bière. Et puis, on termine avec une petite sauce caramel, un peu régressive, qui a été, elle aussi, décuite à la Guinness. Donc, en plus, il y a plusieurs bières dedans. Ouais, il y a de la blonde et de la Guinness. Et le choix de la Guinness, c'était... Bah écoute, je n'en bois jamais, pourtant. Ah oui, c'est un peu... Il y a vraiment une manière spécifique, en plus, de la tirer et tout. Non, la Guinness, j'aimais bien. Je me suis dit, ok, on va aller dans la... Tu vois, j'annonce bière cacahuète. Je veux qu'il y ait ces marqueurs, quoi. Ouais. Et on va aller chercher la bière qui percute le plus, quoi. Ouais. Et du coup, là, pour le coup, la Guinness, très forte de caractère, quoi. Puis j'aime bien l'amertume, en vrai, de la Guinness. Je préfère manger ma glace à la Guinness que de boire une Guinness, je crois. Parce que j'aime pas trop les trucs qui pétillent, en plus. Effectivement, bah du coup, sur la bière... Mais pourtant, attends, parce que la fermentation, du coup, toutes les boissons fermentées, elles pétillent. Ah ouais, mais alors, ça dépend quelle bulle. Enfin, je vais reprendre... J'aime pas... Il y a certaines bulles que j'aime pas. Je suis chiante. Non, mais tu vois, j'aime bien les fines bulles qui sont agréables. Un truc trop pétillant, je sais pas, ça ne me plaît pas. Faut que ce soit assez fin, assez délicat quand même. Alors, la bière, c'est pas très très pétillant. Ouais, c'est vrai, mais des fois, j'avoue, je mets un peu de sirop et je bois du Monaco. Ouais, moi aussi. Mais ça passe un peu mieux, de grenadine. Bah oui. Ou du sirop de pêche. Ouais. Non, mais ça, je te rejoins. Puis même, ça... T'as moins la sensation de... Enfin, je sais pas, ouais, ça change le goût, je suis d'accord, c'est sucré, il y a plus de bière. Oui, c'est vrai. Nickel. Bien amatrice. Mais t'as pas fait un dessert au Monaco la prochaine fois? Non, j'ai pas fait un dessert au Monaco. Au Monaco. Non, c'est vrai. Ah, je sais pas si ça fonctionnerait. Bah, en la fait, grenadine, là. Ouais, c'est ça, ce que je me demande, parce que du coup, tu perds un peu... Enfin, tu perds quand même le goût de la bière. C'est spécifique. Ouais, mais... Tu vois, genre la chantilly à la bière, là. Oui, alors ça, c'est curieux. Elle est super bonne. Elle est hyper... Enfin, en fait, c'est pas le goût de la bière que j'aime. J'adore le goût de la bière, mais c'est plutôt le truc de... Je peux pas en boire des litres et des litres, parce qu'après, moi, j'ai mal au ventre. Ouais. Tu vois, une bonne bière, elle me fait du bien. Tu vois, l'été, quand il fait chaud et tout, ça fait plaisir de boire une bonne bière. Mais je pense qu'il y a des bien plus grands amateurs de bière que moi qui peuvent en boire des quantités démesurées, chose que je ne peux pas faire. Après, je bascule sur le vin. Oui. Mais en plus, ce qui est assez rigolo, que ce soit du coup dans la glace ou la chantilly, c'est qu'effectivement, ce qui est aussi caractéristique de la bière, c'est le côté... c'est le... Justement, un peu ce que tu disais, ce côté un peu pétillant, etc. Avoir juste le goût dans une chantilly, ça doit être assez déstabilisant même. Bah, tu l'as en note de fond, tu vois, elle vient... au début, t'as la gourmandise, un peu de la crème, le côté un peu gras, tu vois. Avec la poudre de levure torréfiée, ça t'apporte une acidité aussi. Et après, t'as tout le goût de la bière qui arrive derrière, là, qui fait un petit peu saliver. Et c'est pour ça que la première partie de dégustation, c'est vraiment une petite cuillère avec tout l'aspect de la bière pour vraiment... Tu vois, tu rentres... Tu bois ta première gorgée et ensuite tu attaques ton dessert et tu vas chercher un autre aspect de la bière que tu ne connais pas. Et visuellement, comment tu... Enfin, est-ce que visuellement aussi tu mets des marqueurs justement un peu du côté bière, apéro, etc. Non, là pour le coup, non. En vrai, tu vois, j'aurais pu faire une émulsion par exemple qui aurait pu aussi rappeler ce côté-là. Non, là visuellement, je me suis pas inspirée de la bière. J'ai... Comment te décrire le visuel ? Non, en vrai, je pars d'abord du goût. Je pars rarement d'un visuel, sauf si j'ai une idée, tu vois, très très précise.
mais je pars d'abord du goût et après je fais le visuel. Et ça vient un peu comme ça. Là, j'ai fait, tu vois, j'avais calé le goût avant le visuel. Je savais que ça fonctionnait. Les goûts étaient bons, les proportions étaient bonnes, mais alors comment ça c'était la question d'après. Ouais. Et au fur et à mesure, tu vois, j'essaie des trucs. Bah, je préfère ça. Et du coup là, ça ressemble un peu à un petit nid. Au centre, tu vas avoir une rose de glace du coup avec la Guinness. T'as la poudre de levure torréfiée qu'on vient saupoudrer un petit peu sur le dessus, qui va apporter un peu de croquant. Dessous caché, t'as le praliné cacahuète. On fait aussi un crumble à la cacahuète grillée. Autour, t'as des jolies petites gabottes qui donnent un petit peu de volume. Et après, en salle, ça devient un petit peu comme... ça prend l'aspect visuel, en vrai, de la Guinness quand je commence à verser la sauce caramel. Et en fait, si tu veux, ça fait un peu le nid, on dirait un peu un petit îlot, tu vois, quand je viens verser la sauce. Je sais pas si c'était très clair, ça, comme description. Ouais, mais si, ça... Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, où effectivement, la créativité, c'est très instable et très montagne russe. Comment tu fais, toi, pour justement sortir de ce syndrome de la page blanche? Est-ce que maintenant, tu vois, à force, t'as des tips pour te dire, bah en fait, faut... Enfin, évidemment, la meilleure solution, souvent, c'est de complètement lâcher, te reposer et revenir plus tard. Mais en fait, t'arrives pas à faire ça. Enfin, je trouve, sur le coup, t'es forcément un peu acharné sur le truc, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et parfois, tu sais, t'as plein de situations dans la vie qui t'empêchent de lâcher complètement ou de prendre vraiment du temps pour toi, tu vois, pour te renouveler. Et puis des fois, tu sais, l'inspiration, elle vient au moment où tu t'y attends pas, quoi. Des fois, tu t'entêtes à réfléchir à un truc, à vouloir être créative à ce moment-là, et ça ne vient pas. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas toi qui choisis la créativité, c'est plutôt elle qui vient à toi. Et c'est dans un moment où t'es en train de bouquiner, tu vois, face à la mer, et tu te dis, purée, ça, idée. Et donc là, tout de suite, en fait, moi, dans mes notes, c'est je rempli note beaucoup de choses. Ouais, j'ai plusieurs notes et dès que j'ai des idées, je les note. Par exemple, le monochrome de blanc, acide lactique sauge, ça faisait 3 ans que je l'avais en tête, je pense, mais j'étais pas allée au bout et je voulais... T'as une question de moment, t'as une question d'endroit. Il y a plein de facteurs aussi qui tournent autour de ça. Et je l'ai réfléchi. Et je savais que c'était maintenant. Quand on a ouvert, tu vois, je l'ai sorti là. L'idée était travaillée, les goûts ne l'étaient pas forcément, mais c'était à ce moment-là que je sentais que j'avais envie de faire ce truc, d'aller dans la créativité de ce dessert. Et après, bah, c'est dur, hein, tu sais, quand t'as pas d'inspi, t'essayes de... Mais c'est ça, ouais. Et puis effectivement, tu disais, du coup, quand t'es en train de bouquiner face à la mer, je trouve souvent ça vient aussi beaucoup de moments de repos. Ouais. Tu vois, et effectivement, je trouve que dès que tu lâches un peu, tu te reposes, et carrément. En fait, ça revient presque instantanément, je trouve. Ouais. Il y a un peu un truc magique. Ou quand je passe du temps avec mon papa, on discute un peu. Là, par exemple, qu'est-ce qui m'a... Oui, j'ai fait ça aussi. Dans le jardin, on a des néfliers. Ok. Et la nèfle, c'est un fruit que personne ne travaille. Je n'ai jamais trouvé une pâtisserie autour de la nèfle. En même temps, c'est un peu relou à travailler. C'est niche, oui. Ouais. Et il m'a toujours dit, Tessa, faut que tu fasses un truc à la nèfle. Et du coup, bah, j'ai fait une petite tartelette avec une compotée de nèfle, du pollen. Donc, tu vois, des fois, c'est en parlant comme ça, en prenant le temps. En discutant, je pense, avec mes proches. Mais je suis pas sûre d'avoir le tips parfait. Je pense qu'il y en a pas, en vrai. Non, oui. Mais je trouve, tu sais, t'as un peu, effectivement, ce truc-là de souvent... Faut s'entourer. Ouais. Et je pense, effectivement, apprendre aussi à te dire, bah, c'est pas grave si c'est pas le bon moment, quoi. Ouais. Et revenir plus tard. Faut pas s'entêter. Mais donc, toi, t'as quand même pas mal d'idées comme ça qui sont là. Ouais, j'en ai. Et qui attendent que ce soit le bon moment. Qu'elles mûrissent. C'est comme un fruit. Et puis après, on essaie aussi d'avoir un peu d'avance. Faut jamais, tu vois... Faut toujours avoir un tour d'avance. Que c'est là, sinon que ça devient super dur. Parce que si t'as pas d'idée et qu'en plus t'as pas le choix, faut... Là, t'es menotté. Non, mais... Et puis, sur des produits avec des saisonnalités un peu courtes, tu vois, il faut avoir pris un peu... Parce que si tu commences... Des fois, je loupe les saisons sur des trucs... j'ai des idées là, oui, mais c'est une saison hyper courte. En 3 semaines, bah, tu commences à faire tes essais. Tant que ça se valide, bah, t'as calé le truc et la saison est terminée, donc tu sais que c'est pour l'année prochaine.
Il y en a un comme ça. Enfin, un produit, du coup, sur lequel tu sais que, bon, bah, ça sera pas tout de suite. Ah, ça m'est arrivé une fois, je sais plus. Est-ce que c'était? J'ai dit mince. C'était trop tard. C'était un truc hyper court, c'était quoi? Je sais plus. Souvent, c'est les fruits d'été, l'abricot, la pêche. Ah, la pêche, j'adore la pêche, c'est trop bon. Non, je sais plus avec quoi c'était. Bon, c'est pas grave, hein. Non, mais et puis aussi, j'essaie de préserver des produits qui ont une saisonnalité hyper courte pour les faire durer dans le temps et pouvoir les utiliser toute l'année. Par exemple, je vais donner l'exemple du bourgeon de sapin. Bah, quand c'était la pleine saison, j'en ai travaillé beaucoup, j'ai fait des pickles, j'ai fait un vinaigre, Les pickles. je les ai ouais, cristallisés. Et ça, du coup, derrière, ça me permet de pouvoir utiliser et faire des associations avec un produit qui a été au top de la maturité, dont la saisonnalité a été respectée, et avec lesquels je vais pouvoir jouer toute l'année. Ouais, donc jouer aussi effectivement sur tout ce système de pickles. Puis ça va bien avec tes idées de vinaigre en ce Mm, moment. mm, mm. J'essaie de faire les pickles avec le vinaigre Ouais. du produit. Ah, t'as fait un vinaigre au bourgeon de sapin? Ouais. Mais j'ai pas réalisé j'ai pas eu mon, en fait là, j'essaie de lancer ma base de vinaigre rouge et de vinaigre blanc. Et en vrai, l'idéal après, c'est d'assaisonner tes bases neutres. Mm. Là, moi, j'ai essayé de partir direct sur des vinaigres assaisonnés, on va dire. Mais bon, le vinaigre, faut être patient. Donc, je les aurai dans quelques mois, j'espère, pour l'année prochaine. Parce que je m'entête un peu. En vrai, je m'entête carrément même. Parce que mon papa, il a une mer de vinaigre. Je pourrais très bien prendre cette mer, la mettre dans un liquide et avoir du vinaigre. Mais je veux avoir ma propre mer qui naît ici dans ce restaurant, tu vois. Ça aurait plus de sens. Et je m'entête et je vais m'entêter jusqu'à ce que j'y arrive, parce que je me connais, pour avoir ma propre mer. Mais des fois, c'est pas un peu frustrant, tu vois, de travailler un truc et te dire je pourrais l'utiliser que dans plusieurs On mois. sait pas. Quelques années. Non, mais tu vois, il y a pas aussi un côté, t'as envie de l'utiliser Non. maintenant, quoi, non? Non, parce que je sais qu'il n'est Justement. pas à l'apogée de son goût. Ok. Tu vois, t'as des vinaigres, il faut les laisser 1 an. Là, je fais des vinaigres de feuilles de figuier pour l'année prochaine. Parce qu'ils seront encore meilleurs. Là, ils sont bons. Je les goûte, tu vois. Mais dans 1 an, il aura encore plus de goût. Ouais. Donc, c'est ça qui me fait tenir, tu vois, dans mon impatience, de me dire, ok, t'attends, mais pour les bonnes Ouais. raisons. Donc, faut faire preuve de patience en pâtisserie. Ouais, un petit peu. Sur plusieurs aspects. Ouais, sur ça en La particulier. patience, ça s'acquérit, ça. Hein. Ça se Ça, travaille. c'est clair. C'est clair. pas inné, hein. Non. Bah, ça dépend. Il y a des gens plus ou moins patients. Oui, c'est vrai, c'est une question aussi de tempérament, je pense. Et de caractère. Il y a des gens, tu peux absolument pas être patient, et même si c'est ça. Ouais, mais bon, dans nos métiers, on est obligé d'avoir un minimum de seuil de tolérance de patience, parce que sinon, ça peut vite être contraignant. Bah surtout, effectivement, si tu dois travailler d'une année sur l'autre, enfin, tu vas avoir un peu ces temps, justement, de se dire, bah là, je réfléchis à un dessert qui sortira que l'année prochaine. Alors, Mais tu sais, oui, des fois, peux je fais changer des un trucs, peu, je mais- sais même pas dans quoi ça va aller, hein. Ah ouais? Non? Tu le fais en disant, ok, ça j'ai trouvé. Oui, mais du coup, J'essaie. ça va dans ta bibliothèque, entre guillemets, Oui, et un ça jour, reste tu là. l'auras, quoi. Ouais. Déjà, en plus, mais beaucoup, ils sont en face de mon poste. Déjà, je trouve ça m'inspire. Et des fois, bah, tu sais, je fais un assaisonnement pour faire un truc un peu minute pour des clients habitués. Par exemple, j'aime bien leur faire des petites créations. J'aime bien leur faire plaisir. Des fois, eux, ils me demandent des choses spécifiques. Et des fois, je me dis, ah, mais ça, c'est pas mal, ça, c'est pas... Tu Ouais. vois, c'est sur le moment, en fait. J'aime bien ne pas trop réfléchir et y aller un peu à l'instinct, quoi. Ouais. Et du coup, pour ça, il faut avoir fait plein de Bah petits ouais. trucs qui font que tu te dis, tiens, ça va être parfait. Exactement, c'est un peu comme si t'es dans un enfant était dans un magasin de jouets, tu vois. Ouais. Et qu'il y avait plein de trucs, et t'es là en mode, oh, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je sais, ça fait plus, tu sais, en mode loisir créatif. Où Oui. tu dis, tiens, on va associer ça, et ça va faire un truc trop bien. Carrément, c'est vrai. C'est un peu l'idée. Quel conseil est-ce que tu te donnerais avec du recul, tu donnerais à la Tessa qui commence Oh, la pâtisserie? temporise. Ah, ça c'est... Quel conseil? C'est un conseil que personne m'a jamais dit, celui-là, temporise. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les autres? Souvent, c'est plutôt ose, tu vois, et pas peur.
Lance-toi. J'ai pas eu peur. Mais temporise. Prends le temps d'analyser la situation avant d'agir. Sois patiente, finalement. Ouais, un peu, finalement. Non, mais prendre un peu plus de recul sur certaines situations. Mais c'est toujours... Tu sais, le recul, ça vient toujours après. Hein. Il y a plein de choses comme ça, tu t'en rends compte sans avoir questionné le truc là. Et c'est juste un jour, tu te dis, ah tiens, là, Ouais. je sais que j'ai évolué là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et je pense que le temps fait bien les choses. Je pense que la temporalité, ça joue beaucoup. Mais la Tessa qui a commencé, j'avais trop les crocs. Trop, je sais pas en fait. Parce que je me suis vraiment démenée, quoi. J'avais... je voulais être la meilleure, en fait. J'avais pas de pitié. Hein. Je voulais... Quand j'étais commis, je voulais manger mon demi-chef de partie. Quand j'étais demi, je voulais manger mon chef de partie. Enfin, c'était... C'est vrai, j'avais toujours envie d'aller plus loin. Pas dans le sens mauvais du terme, Ouais, mais pas écraser les autres, de mais me challenger, toi, ouais. genre, il faut que tu y arrives. Il faut que tu y ailles toi aussi, tu vois. Il faut que tu fasses mieux. Ça... Donc parfois, ouais, temporise. On va rester là-dessus. Ouais, laisse-toi le temps et Ouais. apprends aussi avant de tout de suite vouloir aller plus loin. Faut pas aller trop vite non plus. Tu sais, il vaut mieux monter les marches une par une, mais sereinement, que vouloir les monter deux par deux et se casser la figure. Se casser la margoulette, comme aurait dit mon papa. C'est une belle citation, je trouve. Bah écoute, merci beaucoup. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si t'étais un des desserts que t'as créé, de tous ceux que t'as fait, tu serais lequel? Peut-être qu'il y en a un qui te représente un peu plus. Dans la personnalité Ouais. ou dans les goûts? Ah, allez, un de chaque, vas-y, fais-moi un de chaque. Dans la personnalité, je dirais un dessert à l'agrume, autour des agrumes avec de l'hysope pour l'acidité. C'est quoi de l'hysope? C'est une petite herbe qui pousse dans le bassin méditerranéen, qui a un goût un peu mentholé, Ok. qui est très bonne pour la santé d'ailleurs. Et ça avec des agrumes. Il y avait de la bergamote, il y avait du yuzu, il y avait plein d'agrumes différents. Et c'était Peps. bien. Ouais, il y avait du peps. Exactement. Et dans les goûts, je dirais la vanille miso. Ok. Elle est réconfortante. Elle est un peu umami. C'est quoi toi ton péché mignon? Les chouquettes. Définitivement. L'ingrédient dont tu peux pas te passer. Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser pour créer tes nouveaux desserts, c'est compliqué. Mais je vais me répéter si je dis les vinaigres là en ce moment. Non, bah non, tu peux. Ouais, si t'as plus de vinaigre, Là, je suis pas bien. tu peux plus faire de pickles, tu peux plus. Ouais, en ce moment, ouais, on va dire les vinaigres, j'aime bien. Je trouve que ça assaisonne. Ouais. Et j'utilise beaucoup de sel, j'utilise fleur de sel, vinaigre, huile d'olive. Ouais, c'est des trucs que j'utilise beaucoup, c'est vrai. Mais un seul. Ça me Ouais. va. Hein. Vinaigre, ça te va? Ça me va, vinaigre, Ok. c'est très bien. La dernière saveur que t'as découverte et aimée. Ça peut être une saveur que t'as redécouverte, tu vois, de deux ingrédients associés ensemble, par exemple. Purée, j'ai mangé un truc que j'aimais pas avant et que j'ai aimé il y a pas longtemps. C'était où? Je crois que c'était les bulots. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est c'est spécial. Pas mon fruit de mer préféré. Ouais, moi je suis pas très fruit de mer non plus. Là, c'était associé à du laurier. Ok. Et ils étaient super bien cuits et j'aimais pas la texture. J'avais l'appréhension de ça. Et je dirais les bulots. Sinon, Irvine qui m'a fait manger du pied de cochon. Voilà, c'est vraiment pas un truc vers lequel je vais me tourner d'instinct. Mais ouais, je dirais ça. Très bien. Et avec qui est-ce que t'aimerais faire une création à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues, Dans mes rêves les plus fous. dans tes rêves les plus fous? Une seule personne? Ah, tu peux faire un top 3 si tu veux. Sébastien Vauxion, Anne Coruble, Jessica Prelpato, qui me vient là. Très bien. Je te le souhaite.
Et maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt croissant ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Tarte ou cookie? Cookie. Herbe ou épice? Oh. Oh, waouh. Papy ou mamie, quoi, là. Herbe. Laquelle en particulier? Oh, waouh, ouais, wow. Si tu dois en choisir qu'une. Que je mettrais avec tout, genre? Ouais. Enfin non, pas forcément que tu mets avec tout, mais juste, tu vois, genre ton crush, justement. Ça revient au début, tu vois, genre ton crush d'herbe. Hein. Sarriette. Ok. Ça me va. Vanille ou chocolat? Ah, définitivement vanille, je n'aime pas le chocolat. Ah, t'aimes pas le chocolat? Alors Tu j'adore. fais partie de ces gens. Ouais, non, j'aime pas. Je vais. Non, mais tu choisis pas les desserts au chocolat. Non, très rarement. Mais j'adore travailler le chocolat par contre. La matière, la texture, tout ça. Bah oui, ça, on revient. D'ailleurs, ça m'avait fait penser tout à l'heure quand tu disais j'ai toujours dit je veux être pâtissière chocolatière. Finalement, chocolatière est Oui, moins mais présent. je peux le déguster, tu vois, mais je vais pas faire une overdose de chocolat. Genre à Pâques, vraiment. Quand j'étais petite, on m'offrait des chocolats. Déjà, moi, j'allais pas du tout dehors chercher les œufs parce que ça ne m'intéressait pas. Trouver un truc que j'allais même pas vouloir manger, non merci. Et les œufs, ils finissaient au fond du placard et ils finissaient fondus tous ensemble pour faire un moelleux au chocolat pour les inviter quand ils venaient le dimanche, genre. Effectivement, Mais je trouve qu'on trouve de moins en moins de bons chocolats. Je préfère en manger peu, mais de meilleure qualité et à titre exceptionnel. Je ne mangerai jamais un fondant au chocolat, tu vois. Ouais. Donc vanille. Très bien. Et enfin, du coup, ton dessert monochrome de blanc ou... Attends, je vais me souvenir du dernier dont tu m'as parlé, ou celui autour du coin et des épices. Ah, rien à voir, ils sont pas comparables. Et déjà, tu peux choisir un autre truc parce que je t'explique pourquoi. Parce qu'il y en a un, c'est vraiment un dessert. Mais refais mes questions, il n'y a pas de problème. Mais attends, parce que celle au coin, c'est une tartelette, tu vois, c'est plus version pâtisserie. Donc c'est pour ça que j'aurais du mal à... Attends, mais... Je te mets en difficulté. Ou celui de la bière et cacahuètes. Bière. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait pencher vers le... Il est plus récent? Ouais, c'est la nouveauté, on va dire. Non, mais là, il est plus gourmand, on va dire. Okay. L'acide lactique, tu vois, c'était le premier dessert du menu. Il était vraiment là pour faire la transition entre la partition salée et ce qu'on sert par la suite en sucré. La bière cacahuète, tu vois, elle est plus chaleureuse, elle est plus automnale. Ouais, elle va dans le mood du moment. Ouais, exactement. Elle est plus actuelle. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Tessa, c'était trop chouette. Qui est-ce que t'aimerais bien soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Une femme, d'ailleurs, en priorité. Ouais, c'est possible. Ce que j'allais penser, j'allais dire... J'étais en train de le penser. Un homme. Mais si t'as une femme... Eh ben, j'aimerais bien entendre et écouter Camille Grasse. Bah, trop chouette, et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais ajouter pour clore cet épisode? Oh, je vais pas avoir le syndrome de la page blanche. Fermentation 63%. Ce serait super drôle. Manger du coin. Très bien. Ça arrive. Mangeons du coin. Et cette saison. Parfait. Merci beaucoup, Tessa. Avec grand plaisir, merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!